Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo. Salut Amy. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Ça va. Pendant l'épisode précédent, dans lequel on parlait déjà d'amour, t'avais commencé avec une citation. Et du coup, cette fois c'est mon tour. Je vais te citer Juliette Drouhard dans Sortir de l'hétérosexualité. Elle dit « Dans leur quasi-totalité, les productions culturelles représentent uniquement l'hétérosexualité, mais elles la représentent de manière tronquée. » Pas ça. Pas ça. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec elle. Donc, elle dit après, plus loin dans le livre, elle dit justement qu'on constate plusieurs choses, et puis on tire tout ça du livre que tu viens de citer. C'est que dans les productions culturelles, il y a une sous-représentation des violences quotidiennes sexistes et de leur impact réel. Par exemple, on voit très peu de viols en comparaison de leur fréquence dans la réalité. On voit aussi très peu d'anxiété quotidienne reliée à la peur des accès de colère du conjoint, par exemple. Ouais, alors c'est pas plus mal qu'on ne voie pas plus de viols, je dirais, d'un côté, mais en parallèle, je trouve qu'ils sont aussi extrêmement maltraités. Les rares fois où on en parle, c'est souvent assez lunaire. On en avait parlé de manière assez poussée dans notre épisode, je crois que c'était l'épisode 3, le sexisme sur nos écrans. Et je me rappelle, on avait mentionné, il y avait la vieille série Dawson, où une des protagonistes, elle manque justement de se faire violer. Et ils sont interrompus il est interrompu dans son acte par la grand-mère. Et en fait, donc elle le met dehors et tout. Et elle se fait encore, elle, accuser, la petite fille donc, qui a failli être victime d'un viol. Elle se fait accuser que c'est elle, qu'il ne faut pas ramener des garçons chez soi, etc. Et je trouve que, ouais, de manière générale, déjà, c'est sous-représenté et c'est très, très, très maltraité. Mais c'est très maltraité. Quand les violences, elles sont représentées, elles sont le fait de méchants hommes monstres, dont le gentilhomme vient nous sauver. Et puis, encore une fois, quand ces violences, elles sont représentées, les ressentis des femmes ne sont pas ceux qu'elles éprouvent dans la réalité, mais un masque qu'on leur fait porter. Ouais. Pourquoi j'ai l'air si gaie quand je me fais enlever? Ça m'a fait penser à... 13 jours, là, ouais, machin. Oui, ça, voilà, ouais. Ouais, 365 jours, là, machin. Pourquoi j'ai l'air si jouasse quand, après avoir dit non poliment 3 fois, finalement, le héros me fait céder à son envie de baiser? Bah, ça, c'est le porno aussi, Pardon. Ça, c'est exactement... non, ok. Allez, super. Pourquoi on me voit extatique en missionnaire? Pourquoi je suis animée de... Tout ça, ça vient du livre. Pourquoi je suis animée de mille feux à l'idée que mon unique vocation dans la vie est de plaire à un homme? Pourquoi je suis joie à l'idée de faire passer en priorité les besoins des autres et de régler les problèmes de toute la famille, de suivre mon conjoint au bout du monde? On y répond en partie dans l'épisode 1, d'ailleurs, enfin dans la première partie de cet épisode. C'est des questions qui sont excellentes et on essaie de participer à y répondre, mais c'est de très très bonnes questions, quoi. Exactement, et en fait là ça me fait penser à ce film d'horreur de 365 jours là, où vraiment on nous montre un acte, genre dans l'acte elle est violée là, à un moment donné, où je sais plus exactement. Dans l'avion on là nous montre que, oui, alors dans l'avion, c'est pas elle. Oui, dans l'avion, oui, quand il lui touche les seins. Non, puis après il le force à faire une fellation, elle a le maquillage qui coule et tout. Ça, c'est pas elle, ça, c'est l'hôtesse de l'air. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça que je dis dans l'avion, C'est ça. Et puis après, elle se retourne, donc clairement, elle a été forcée, là, du maquillage qui coule partout, enfin, elle se retourne et... après... Elle sourit, non mais c'est une horreur. Ouais. Non, c'était quel exemple que tu disais, du coup, dans ce film? Non, mais c'était ça, c'était le truc de l'avion, et puis quand, par contre, à l'héroïne, quand il lui touche les seins, puis qu'il nous montre pas, qu'il nous montre pas le visage de comme si elle était agressée, en fait, qu'en fait, elle est contente. Ensuite, le film, de toute façon, il est affreux. Oui, non, il n'y a rien qui va. Mais... on voit aussi qu'il y a une sous-représentation des trajectoires de vie qui se désinscrivent de l'ordre hétérosexuel. On voit très, très peu de couples gays, de couples lesbiennes, enfin d'autres configurations. Et puis, une quasi-absence de représentation de personnes qui sortent de l'hétérosexualité parce qu'elles ont conscientisé ces enjeux. C'est hyper intéressant, ça. Que ce soit des aménagements par le célibat, par la décohabitation, par le polyamour, par le lesbianisme, par la non-binarité. Que ce soit en conscientisant ces enjeux et en mettant en place des stratégies pour s'en sortir. Ou puis-je regarder le film dont l'héroïne recherche consciemment des bénéfices financiers ou un géniteur auprès d'un homme sans être stigmatisée comme une profiteuse ou une manipulatrice? Sans être stigmatisée, ça c'est important.
Où est cette femme qui consciemment divorce une fois qu'elle a des enfants, une maison et une assise financière propre? Ouais. Non, encore une fois, c'est des excellentes questions parce que de manière générale, ce qu'on voit sur nos écrans et dans les médias en général, c'est quand même une catastrophe pour l'égalité des genres. Hein. T'avais dit une phrase, Mélo, je me souviens, dans l'épisode sur... Je crois que c'était dans les... toujours le sexisme sur les écrans, je crois, où t'avais dit je pense que nous, les femmes, on mérite de meilleurs supports de divertissement. Et c'est vrai que c'est un truc auquel je pense souvent parce que c'est vrai en général, c'est vrai dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je trouve que, comme on en parlait dans l'épisode précédent, en général, on voit vraiment tout ce qui mène à la relation, en fait, la relation naissante ou tout ce qui y a mené, tous les problèmes, les challenges à surmonter, etc. On voit pas ce qui se passe après le premier baiser ou après que la princesse, elle a été sauvée par le prince charmant, etc. Et c'est problématique parce que ça donne cette impression que seule cette période de flirt, de chasse, je mets chasse en grand guillemets, mais de chasse, elle est importante, alors que la relation en elle-même, elle aurait que peu ou pas d'intérêt, je trouve. Et en parallèle et au-delà de ça, de manière générale, je trouve que ce qu'on nous vend au cinéma, dans les films, etc., au niveau histoire d'amour, c'est quand même ultra problématique à plein de niveaux. Horrible. Et quand on voit les films qui ont eu les plus grandes audiences en fait, en termes d'image qu'ils renvoient, c'est vraiment une catastrophe. Et c'est souvent des films en plus qui sont vus quand t'es jeune, enfin, genre Twilight, par exemple. Twilight avec Edward, enfin, qui va chez Bella quand elle dort et puis qu'il la regarde toute la nuit. Non, mais ça, c'est pas du tout creepy. Non, et ça passe comme une grande gesture romantique, quoi. Là, on regarde Buffy contre les vampires, c'est pareil. Le mec, il vient, il la regarde dormir, il la creep de loin pour la protéger. T'es là, mon gars, déjà, il a 3 façons d'âge. Enfin, je sais pas. Mais dans Buffy? Ouais. Parce que, alors, Buffy, moi, j'en avais entendu que c'était hyper féministe, en fait. Quand même. Je sais pas, déjà, ça commence, elle a 16 ans. Bon, alors, le vampire, forcément, il a 200 ans, mais il a genre 26 ans déjà à la base, donc déjà, il y a ça, moi, qui m'agace. Angel? Ouais, Angel, ouais. Enfin, je sais pas, je le regarde maintenant avec ses lunettes et tout féministe. Moi, je trouve ça globalement creepy. À un moment, il y a une histoire entre Cordelia et un prof de... C'est pas un prof, c'est un des Watchers ou je sais pas quoi. Mais pareil, la gamine, elle a 18 ans, le gars, il en a 35. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de petits trucs. Et puis quand tu sais aussi que Joss Whedon, le producteur ou le créateur, il a eu plein de problèmes. Enfin, je sais pas, je trouve que globalement, c'est creepy. Mais c'est ce que tu disais. C'est destiné quand même à un public de base qui est jeune. Ouais. Ça envoie pas un bon message, quoi. Exactement, ouais, ça envoie pas un bon message. Et pour revenir à Twilight, genre Bella, elle renonce à sa vie pour vivre avec Edward, je crois qu'il y a un truc comme ça, hein. Et puis il y a aussi 50 nuances de Grey, quoi, 50 Shades, à quel point c'est affreux. On en a aussi parlé dans cet épisode sur le sexisme sur les écrans. Enfin, il y a tout qui est très problématique et on nous fait vraiment passer ça pour des magnifiques histoires d'amour, en fait, desquelles on devrait avoir envie et rêver. Couple girls. Et non, mais c'est ça, c'est tragique. Oui. Et puis, malheureusement, ça commence dès l'enfance. Parce que si on regarde avec les vieux Disney, qu'on a tous et toutes regardés en grandissant, les Disney, ils posent les bases des relations de domination. Les scénarios, ils sont quand même un peu ridicules quand on y pense. Oui. Et puis le tout, c'est enrobé de jolies chansons et de paysages féeriques. Donc on voit que trop souvent, il s'agit d'une princesse à sauver, donc qui n'est rien sans son prince, qui a besoin, de la princesse donc a besoin de lui pour sortir de sa vie de misère. Cendrillon, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige, toute la même merde. Les princes sont absents, on les voit jamais. Hein, ils sont toujours ailleurs en train de sauver le monde ou de faire on ne sait quoi, comme on disait dans l'épisode précédent, quoi. Ils arrivent qu'à la fin sur leur cheval blanc pour sauver la princesse et lui faire des enfants. La différence d'âge, exactement comme je disais, elle est trop souvent présente. Les princesses de notre enfance, et ça, tu vois, ça, je ne le savais pas quand j'étais petite, mais c'est vrai qu'elles ont souvent 16 ans, en fait. Et puis, les princes, ils sont tous plus vieux. La Belle au bois dormant, Aurore, elle a 16 ans. Philippe, il en a 21. Le bossu de Notre-Dame, Esmeralda, elle en a 16. Phébus, il en a 33. Et c'est que 2 exemples parmi tant d'autres. Hein. Ouais, non, mais enfin... Et c'est pas poussé, mais c'est quand même... Enfin, ils le disent, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, red flag, comme tu dis. Hein. Ouais. Puis, c'est ce que tu disais.
C'est légal, hein, 16-33, c'est légal, mais ça pose quand même... ça pose des questions, quand même. Oui, exactement. Sur les... Comment tu dis, sur les relations de domination. Sur les relations de domination. Quand même, ouais. Oui, et puis on voit aussi que la notion de consentement, elle est souvent bafouée dès le tout début de la relation, en fait. Enfin, le prince, il embrasse Blanche-Neige et Aurore alors qu'elles dorment. La bête, elle retient Belle contre son gré. On voit aussi Pocahontas qui tombe amoureuse de John Smith, qui est l'envahisseur. Wouhou, super romantique comme histoire. Ah non, c'est fou, hein. Alors, les princesses qui sont plus récentes, elles sont un petit peu plus quand même indépendantes féminisme, hein. Je pense à Anna et dans Frozen, là, dans La Reine des Neiges. Ouais, alors moi, je connais rien du tout, donc je sais pas. Bon, j'ai adoré La Reine des Neiges, mais sinon, il y a aussi dans Moana, c'est Vaiana en français, c'est un truc qui se passe à Hawaï. Là, c'est pareil, tu vois, elle est aussi jeune, elle a aussi 16 ans, mais elle est quand même plus... Enfin, c'est des figures, elles sont strong, elles se battent, pour une cause, etc. Enfin, c'est quand même plus... On a fait du chemin, on va dire. Ouais. Mais ce qui est intéressant, je trouve, de noter, moi, ce que je me suis rendu compte vraiment en analysant tous ces films, c'est, en fait, ça nous montre quoi ? Ça nous montre qu'on ne peut pas s'en sortir seul et qu'on a besoin d'être sauvé, c'est ce que tu disais avant. Ça nous montre qu'on est des petites créatures sans défense et que le prince, il peut se comporter comme un porc, mais c'est un prince, donc ça va. Non, mais c'est vrai, le concept enfin, t'embrasses pas quelqu'un quand t'embrasses pas quelqu'un quand la personne, elle dort, mais donc, vu que c'est un prince... En plus, il la connaît pas. En plus, ils se connaissent pas. Donc toi, t'es tranquillement en train de dormir comme ça, puis il y a un inconnu qui vient te rouler une méga pelle. Mais ça va, il est canon, c'est un prince, donc ça passe. Enfin, je veux dire, c'est pas un message, quoi. Non, merci. Enfin, et puis, ça nous montre aussi que le but ultime de la vie, c'est de trouver l'amour. Et que, encore une fois, même si le bougre, il se comporte super mal, on lui excuse tout parce que c'est the one. Non, mais voilà, il y a encore ce concept de dire, peut-être que j'ai pas aimé me faire réveiller par un baiser, par un type que je connaissais pas, ça se trouve, il pue de la gueule. Mais dans la mesure où c'est l'homme de ma vie, ça passe. Non, mais franchement, c'est intéressant, je trouve. Je sais que c'est romantisé, il faut pas non plus diaboliser tout, etc. Mais c'est quand même un vrai problème. Et puis, un autre truc... Mais oui. Pardon. Non, mais tout à fait. Et un autre truc auquel j'ai pensé. Les princesses, elles ont toujours le choix dans ces films. Tu sais, elles ont toujours un choix à faire. Le choix. Dans Pocahontas, c'est soit on la marie avec le type qui vient de sa tribu, là, donc mariage arrangé, soit le mec qui vient t'envahir. Wouh, trop bien le choix. La petite sirène, c'est... La petite sirène, la petite sirène, c'est... La Belle et la Bête, juste, c'est soit Gaston, le mec le plus obnoxious de la Terre, il est à vomir, ce type, soit tu restes avec le mec qui t'enferme chez lui. Wouhou, trop bien. Et donc la petite sirène... Oui. Dans Aladdin, elle doit pas aussi choisir entre Aladdin et puis... Oui, parce que dans Aladdin, justement... Non, elle choisit... Non, alors, dans Aladdin... Non, parce que c'est ça le pire encore, c'est que c'est hyper toxique, mais j'adore les Disney. Non, dans Aladdin, il va la marier, justement. Et puis, à un moment, d'ailleurs, dans un des épisodes du podcast N'importe Qui, il parle des princesses de Disney et dans le porno, c'est hyper intéressant. Et ils expliquent justement, en fait, son père veut la marier, et puis elle essaie de le faire changer d'avis. Elle est hyper sexualisée dans ce film, et en fait, elle essaie de le faire changer d'avis. Jafar, il essaye de convaincre le père que lui se marie avec elle, mais elle, en fait, à la base, elle veut personne, hein. Okay. D'ailleurs, elle dit à un moment qu'elle dit à son tigre de compagnie, je crois, qu'elle préfère mourir que de marier Jafar ou je sais pas quoi. Ah oui, alors ça je vois, c'est quand elle est dans le patio. Oui, voilà, exactement. Puis elle va nanana. Oui, ouais. Mais elle finit avec Aladdin. Alors oui, elle finit avec Aladdin, mais dans ce point-là, j'ai quand même l'impression qu'elle l'a choisi. Alors c'est un peu un acte de rébellion, j'ai l'impression, parce qu'elle choisit le mec c'est une princesse, elle choisit le mec qui est pauvre et tout. Le mendiant, quoi. Mais il y a quand même une forme de choix. Non, mais tu prends la petite sirène. Ouais. Ok. Ouais. La petite sirène, ses deux choix, c'est soit elle reste célibataire pour toujours, enfermée chez elle avec ses sœurs et son père, soit elle trouve l'amour, mais pour trouver l'amour, elle doit renoncer à qui elle est vraiment, vu qu'elle doit renoncer à ses jambes. Trop bien. Mais ses jambes, et puis il n'y a pas aussi la petite sirène, elle perd la parole. Oui, alors elle perd sa voix, mais ça c'est la méchante sorcière qui lui prend sa voix, parce qu'en fait, le prince, la première fois qu'il se rend compte, il l'entend chanter. Tu sais, elle est là, machin. Il la voit pas parce qu'il a le soleil dans les yeux comme ça. Et puis la Cruella, ou je sais pas son nom, la sorcière, ses tentacules là.
Ursula, voilà, Non. pas Cruella, Ursula, oui, c'est juste. Elle veut choisir le prince, donc elle lui prend sa voix, vu que c'est la seule manière que le prince, il la reconnaît, en fait. Ah. Mais à la fin, parce que le problème, c'est que lui, c'est un humain, elle, c'est une sirène, donc ils peuvent pas se... Enfin, tu vois. Ok, d'accord. Et donc à la fin, donc c'est les jambes. c'est les jambes, ouais. Mais du coup, à la fin, au lieu... Enfin, lui, il aurait pu dire, ok, je t'aime, c'est bon, dis à son père, donne-moi une queue de poisson, je viens avec toi. Non, c'est elle qui renonce à sa famille, à sa queue de sirène, pour avoir des jambes, pour aller se marier. Et on voit ça comme une grand gesture, quoi. Alors que, clairement, la petite sirène, elle aurait pu se trouver un petit appartement sous-marin, tranquille, hein, elle aurait pu meubler, tu sais, avec toutes ces saloperies qu'elle trouve comme ça dans les bateaux, la Zergouflex, les machins et tout, hein. Elle aurait été bruncher le dimanche avec son père et ses sœurs, tranquille. Avec Polochon. Avec Polochon et Sébastien. Ils auraient pu faire des petites jam sessions et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais pas si elle aurait fait une coloc. Elle aurait dû faire une coloc avec un mec. Non, mais tu vois, elle aurait pu voilà, vivre sa vie indépendante et tout. Elle aurait pu avoir des relations épisodiques avec les hommes sirènes. On en voit passer 2-3 dans le film. Ils sont assez canons. C'est des blonds et tout, machin. Et puis voilà, puis elle peut se réveiller le lendemain. Enfin, après l'acte, elle aurait pu leur demander gentiment de retourner dans leur partie de la mer parce qu'elle devait se réveiller tôt le lendemain matin. Enfin, non, mais tu vois, il y avait des options, quoi. Et en fait, nous, ce qu'on nous donne comme option, c'est planter chez toi avec tes parents et tes 19 sœurs ou renoncer à qui tu es pour l'amour. Enfin, je veux dire, je rigole, mais c'est quoi ces perspectives, quoi? Non, mais c'est horrible. Et puis en plus, comme on dit, en fait, on regarde que ça quand on est enfant. Oui. Ça construit les imaginaires. Oui. Ça construit comment on va envisager notre vie après. Oui. Et ça te donne l'impression que c'est normal, en tant que femme, déjà d'avoir 2 choix tout pourris, ce qui n'est pas le cas. C'est ce que tu disais dans l'épisode précédent. On a le droit de refuser de relationner avec des gens qui ne nous apportent pas ce qu'on veut. Et en parallèle, ça te montre, encore une fois, que déjà, ça te montre aussi que tu settles. Parce que, par exemple, tu prends La Belle et la Bête. Au début, elle l'aime pas. Finalement, elle tombe amoureuse de lui. Enfin, encore une fois, ça prouve que la personne, elle peut changer. Parce que finalement, il redevient humain. Ça prouve que si tu y mets du tien... Franchement, les exemples, c'est n'importe quoi. Et c'est hyper sexiste. Il y a des vidéos sur YouTube. On vous mettra les liens dans la description. Ça s'est fait par Rebel Girls. Et c'est par exemple If Rapunzel were a guy. Donc si Réponse c'était un mec, ils l'ont appelé Bropunzel. C'est trop drôle. Et en fait, c'est des petites vidéos de 2-3 minutes. Il y a Cendrillon aussi. Ça raconte l'histoire en changeant le genre du protagoniste. Et en fait, tu vois à quel point c'est ridicule, quoi. Enfin, genre, t'as Bropunzel pour s'échapper de sa tour, qui se fait pousser la barbe. Enfin, c'est complètement débile. Mais c'est hyper bien fait parce qu'en renversant le prisme de genre, tu te rends compte à quel point... Est-ce que c'est des histoires que tu as vraiment envie de raconter à tes enfants, quoi? Ouais, c'est ça. Franchement, pas trop. Et c'est vrai que souvent, quand tu les mets dans l'autre sens, c'est là que tu vois à quel point c'est con, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce même groupe de filles, donc Rebel Girls, elles ont sorti un bouquin qui s'appelle Good Night Stories for Rebel Girls. Et en fait, c'est des histoires qui parlent de femmes avec des destins, des destins qui sont impressionnants, des femmes fortes, etc. Et c'est des bonnes histoires de dodo parce que c'est moins catastrophique qu'ils se marièrent et auront beaucoup d'enfants, quoi. Ça ouvre aussi des perspectives d'autres choses. Qu'est-ce qui pourrait être possible, en fait. Et ça, c'est pour les enfants? Oui, c'est pour les enfants, ouais. Ah, alors ça, ok. C'est ça qu'il faut offrir. D'accord. C'est en anglais, mais... C'est bien. C'est en anglais, ça rend les enfants. Ouais. Traduit. Je crois pas que c'était traduit encore. Ah, ok, d'accord. Ok. Mais ouais. Et du coup, après les dessins animés, moi, je vais parler un petit coup des films de Noël, qui sont ma passion des mois de novembre et décembre chaque année. Toi, t'as dit que t'aimais pas. Je déteste les films de Noël. Mais tu vois, c'est ça qui est drôle, je trouve, entre toi et moi, c'est parce que t'es beaucoup plus avancée dans ta démarche féministe, ça fait beaucoup plus longtemps que t'as le truc et tout. Mais non. Et non, mais oui, je veux dire, même au niveau du timing et tout. Et en fait, moi, les films de Noël, je n'ai jamais pu. C'est même pas un truc qui... Je peux pas. En fait, j'ai envie de me planter des petits bâtons dans les yeux. Je peux pas. En fait, moi, je connaissais pas ça. J'ai découvert les films de Noël il y a genre 2 ou 3 ans. Ah ouais. Je Sur savais M6. pas que ça existait avant. Ouais, c'est un jour, je me suis dit, putain, en novembre, il y a les films de Noël qui commencent. Je connaissais pas du tout. Et en fait, les films de Noël, c'est le... Alors, moi, j'adore, mais c'est le pire truc qui existe aussi. Enfin... C'est tellement sexiste et horrible. En fait, des fois, c'est vrai que tu te dis comment, quand t'es féministe, tu peux regarder cette merde. Enfin, c'est tellement... Enfin, voilà. Les scénarios des films de Noël, c'est toujours le même. Donc, dans les 5 premières minutes, on sait qui va finir ensemble. Enfin... Ouais. Bon, ce qui est bien aussi, c'est qu'au moins, ça finit toujours bien. On sait que c'est toujours... C'est ça. Alors, voilà, c'est très feel good et tout. Donc, en fait, c'est toujours
dans 90% des cas, une jeune femme qui a une brillante carrière en ville, qui revient dans son village natal, qui est à la campagne pour les fêtes. Et là, tu vois, en sortant du taxi ou en rentrant avec plein de courses, elle revoit son premier amour. Qu'elle était amoureuse quand elle avait 12, 13, 15 ans, machin. Et elle retombe amoureuse de lui. Et en l'espace de 2 semaines, et puis encore 2 semaines, je suis sympa parce que souvent c'est 3 jours avant Noël et puis 2 jours après. Donc en l'espace de 4 jours, elle décide de quitter toute sa vie en ville pour le rejoindre à la Cambrousse. Et puis quand c'est pas ce scénario, en fait, eh ben, c'est un homme veuf. Ah oui, l'homme veuf. Avec, oui. Qui est très gentil, qui a plein d'enfants et qui rencontre une femme et puis ils se mettent en couple et puis après ça redevient une magnifique famille tous ensemble. Et voilà, ou alors encore troisième option, c'est une femme qui est en couple avec un homme très méchant et puis elle rencontre un homme très gentil, elle se met avec lui. Le point commun de ces films aussi, et je crois qu'on en parlait dans l'épisode précédent, ils sont tous ultra canons. Oui, c'est toujours des gens, ils sont tous hyper American looking, machin. Bon, moi, c'est ma jam, j'aime bien. Mais il y a jamais un mec un peu so and so, quoi. C'est toujours, tu le revois, et le mec, il est ultra canon, il est trop beau, enfin... Mais en fait, tout est beau dans ces films, les maisons, les décorations, enfin... Il y a tout qui est hyper Noël, c'est... Donc, en fait, on peut se dire que ça paraît hyper inoffensif comme ça, parce que comme ce que je viens de dire, c'est que c'est en période de Noël, donc il y a de la neige partout, il y a les flocons qui tombent, il y a des décorations, il y a de l'amour, du romantisme, enfin, ils n'arrêtent pas de voir des chocolats chauds, c'est tellement cliché, mon Dieu. Oui. C'est cliché, mais c'est vrai, les gens ici, ils font ça. Hein. Ils se retrouvent en famille upstate et ils boivent des chocolats chauds. Non, mais moi, j'avais l'impression que c'était qu'à la télé. Non, c'est vraiment ça. Non, mais ça, c'est tellement... ils ont des matching pajamas. Ils ont leurs petites... non, c'est vrai. Ouais, moi j'adore ça. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien, c'est vraiment l'ambiance. Oui, bien sûr. Comme ça, tu le regardes avec toi aussi ton cacao chaud, puis ton sapin à côté. Puis t'es là, c'est super, je suis dans le film. Oh mon Dieu. Puis, en fait, en réalité, quand même, quand on prend un petit peu de recul quand même sur ces merdes, c'est que c'est une véritable propagande hétéro-patriarcale. Parce que ces films, ils sont produits par des hommes, uniquement par des hommes, quasiment. Enfin, il y a sûrement des femmes qui en font, mais c'est quand même un truc qui est produit par des hommes. Pour des femmes. Le public cible, c'est des femmes. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça produit, en fait, dans le cerveau de regarder des dizaines et des dizaines de films où on nous montre que c'est super romantique et beau de quitter toute notre vie pour un mec qu'on n'a pas revu depuis 15 ans, mais qu'on côtoie 3 jours entre Noël et Nouvel An. Non, mais... En fait, c'est une horreur, en réalité. Oui. Et puis, comme on le disait dans l'épisode précédent, on nous montre toujours les histoires de la rencontre jusqu'à la mise en couple, mais jamais de ce qui se passe après. Ouais. Il se passe quoi après les films de Noël ? Il se passe quoi à partir du 3 janvier ? À partir du 3 janvier... Tu dessoules et t'es là, oh putain, la décision de merde. Non mais, en fait, la meuf, elle a quitté ses amis, elle a quitté son travail, elle a quitté son appartement. Elle va vivre avec le gars qui aura un pouvoir énorme sur elle, hein, parce qu'elle sera quasiment sans vie sociale, en tout cas au début, sans ressources économiques, et puis coincée dans son appartement à lui. Alors, c'est possible que tout se passe bien, mais dans la réalité, je ne crois pas que c'est hyper souvent le cas. Enfin, moi, j'écoute plein de podcasts, et puis j'en ai entendu de ces histoires, hein, dans des podcasts ou ailleurs, où justement des femmes, elles font ce qu'on voit dans les films, où elles rencontrent un mec 5 jours, 7 jours, elles lâchent tout. Ouais, j'ai encore entendu un épisode la semaine passée, elles quittent tout et puis elles partent le rejoindre où qu'il soit. Et en fait, dans la plupart des cas, ça se passe pas bien. Alors, ça peut bien se passer, après, tout le monde fait comme il veut, mais c'est quand même méga dangereux. Et c'est vu comme le top du top de la grande démarche romantique, alors qu'en fait, encore une fois, tu t'oublies, quoi. C'est renoncer à tes jambes pour être avec le prince. C'est ça. Ouais, c'est s'oublier complètement pour faire passer l'autre en premier. Et puis aussi, ça nous montre vraiment que la vie qu'elle s'était construite, leur travail, leurs amis, leur vie en ville, tout ça, ça comptait pas. Ça vaut rien. Et puis en fait, c'est normal de tout quitter par amour pour un mec. Ouais, mais c'est vraiment des messages qui sont toxiques parce qu'ils sont romantisés justement et qu'on nous fait croire que c'est des choses normales. Il y a quelques semaines... Alors, j'aime pas les films de Noël, mais je suis pas non plus complètement... comment tu dis immunisée contre les films d'amour. Il y a quelques semaines, j'étais chez moi toute seule et je sais pas, c'était dimanche, il faisait un peu froid, il pleuvait et tout. Je me suis dit, je vais regarder You've Got Mail
C'est le... vous avez un message, ouais, en français. C'est un vieux film de 2000 ou 2001 avec Meg Ryan et 98. Tom Hanks. 98, ok. J'ai regardé avant. Ok, 98, bah voilà. Mais ça faisait j'en sais rien. Franchement, ça devait faire minimum 15 ans que je ne l'avais pas vu. Minimum. Et du coup, je me suis dit, ah bah là, il était sur Netflix ou sur un de ces trucs de streaming. Je me suis dit, ah bah, je vais le regarder. Je sais pas si toi, tu l'as revu récemment. Moi, je l'ai regardé en 2019 dans le vol pour aller à New York, justement. Bah voilà. Ouais. Et t'en as un bon souvenir? Bah en fait, c'était ce que je me disais, c'est que donc je l'ai vu en 2019 et je pense que je l'avais pas vu depuis 98. Et 3 ans après, en fait, je pense que ce qui me reste en tête, c'est l'impression que j'ai eue quand je l'avais vu à 11 ans. Parce que donc c'était un bon film. Dans ma tête, ça restait un bon film d'amour, quoi. Enfin. Ok. Alors moi, c'est pour ça que je l'ai regardé, parce que j'avais envie d'un truc un peu feel good. Je me suis dit, je veux un truc qui se prenne pas trop la tête, qui finisse bien, etc. En plus, ça se passe à New York, ça se passe en automne. Je me suis dit, bon coup. Mais un scandale, ce film. Non mais, tu sais, c'est vraiment... Je passe beaucoup de temps à regarder des trucs, à écouter des trucs, à péter un câble, à m'énerver, à me dire, mais quand même, machin et tout. Et là, je me suis dit, je vais passer une soirée tranquille. J'ai sauté sur mon canapé toute la soirée en disant, mais quand même, mon Dieu, mais quelle horreur. Non mais, en fait, encore une fois, qu'est-ce qu'on montre comme exemple aux meufs, quoi? Est-ce que c'est ça qu'on est censé rechercher dans la vie? En résumé, c'est l'histoire de Meg Ryan, donc c'est Kathleen Kelly, qui habite dans l'Upper West Side, qui a repris la petite librairie pour enfants que sa maman avait ouverte des décennies auparavant. Donc c'est un small business, un truc familial, etc. C'est vraiment une petite famille, ça marche, etc. Bon, ça marche assez bien, mais en parallèle, 2 blocs plus loin, il y a une grande chaîne que j'imaginais de Barnes & Noble dans ma tête, mais une grande chaîne qui va ouvrir un de ces grands magasins de livres où tu as un Starbucks tout en haut, tu peux boire le café, etc. Et donc, qui est clairement en concurrence avec elle, parce que eux, ils font des rabais des rabais de quantité, tu payes les livres pas cher parce qu'ils en ont acheté des centaines, ils ont plein de chaînes, etc. Bon. En parallèle de toute cette histoire professionnelle, Caitlin, qui est donc en couple à ce moment-là, elle chatte sur le net avec un parfait inconnu qu'elle a rencontré. Et en fait, leur règle, c'est on se donne pas de détails personnels, donc on ne dit pas quel métier on fait, on se donne pas notre nom, etc. Et donc, bon, on le voit arriver grand comme une maison, mais à ce moment-là, il tombe amoureux forcément, et forcément, c'est elle, c'est Caitlin, et le mec, son inconnu, c'est le patron de cette grande chaîne de librairie qui va donc lui gâcher sa vie. Hein. Bon. Déjà, ça se passe à New York, donc la meuf, elle a une chance sur 8 millions de tomber sur le mec qui est en train de lui gâcher la vie, qu'elle croise, ils se croisent tout le temps à des trucs dans la ville, ils se détestent dans la vraie vie, ils peuvent pas se saquer, etc. Mais forcément, c'est lui. Hein. Bon. Super, très bien. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait hurler, mais vraiment, c'est que, donc, tu vois au fur et à mesure du film qu'ils se croisent, ils se détestent, ils peuvent pas se saquer. En parallèle, ils tombent de plus en plus amoureux en ligne, etc. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Son commerce, il fait faillite parce qu'elle peut pas contrer le géant du livre qui est en face. Elle est toute déprimée. Enfin, je veux dire, elle perd quand même le travail de toute la vie de sa mère et de toute sa vie à elle. C'est quand même pas rien. On parle pas qu'elle a perdu son boulot puis qu'elle va en retrouver. Enfin, c'est quand même un... Enfin, tu la vois mettre la clé sous la porte, c'est quand même un moment qui est fort, tu vois. Oui, on voit vraiment tout le film que ça dégringole de plus en plus. C'est ça. Tu suis le truc et en fait, au bout d'un moment, tu la vois vraiment, il vide tout et tout, c'est hyper émotionnel, machin. Mais bon, ça va parce qu'elle a quand même son inconnu de MSN ou je sais pas sur quel... Voilà. Enfin... Et en fait, c'est vraiment ce concept de mais qui a besoin d'un job et de la legacy de toute une vie quand tu communiques sur Internet avec un gars qui pourrait clairement être un serial killer. Je veux dire, ça pourrait être un tueur en série. On n'en sait rien, ce type. Oui, et tu vois, ça me fait aussi penser, c'était le début du dating en ligne. Ou comme le ça. début, hein, vraiment. En fait, tu échanges pas pendant des semaines avec un mec sans avoir sa photo, en fait. Enfin, déjà, rien que ça. Parce que tu sais jamais, comme tu dis, tu sais pas sur qui tu tombes. Tu peux pas tomber amoureuse d'un mec que t'as juste l'écrit. Non ? Non, mais tout à fait. Alors après, je veux dire, ça va aussi, ça marche dans le côté très romantique. Mais en fait, si tu veux, ce qui se passe à la fin, et je vais vous spoiler la fin, mais en fait, lui, au bout d'un moment, il se décide d'aller se voir ils vont faire un date. Et elle l'attend avec un livre rouge, ou je sais pas, une connerie. Et en fait, lui, il arrive avant et il voit que c'est elle. Donc lui, il sait que c'est elle, mais elle sait pas que c'est lui. Et ça, c'est avant que... Et donc ça, c'est important, c'est avant que sa boîte, elle fasse faillite. Hein.
Donc ensuite, la boîte, elle fait faillite et tout. Et en fait, à la fin du film, il se rend compte et... Enfin, tu le vois arriver et tout, et en fait, elle lui tombe dans les bras en disant « Oh my God, I was hoping it was you !» machin. Et enfin, j'espérais tellement que c'était toi et tout. Et j'étais là, en train de me tirer les cheveux, en disant « Mais Caitlin, what the fuck, quoi ?» Enfin, je dis, franchement... Mais comment elle peut dire ça ? Et est-ce que la barre, elle est si basse ? Moi, en fait, ce que je trouvais dramatique, c'est on romantise le fait de tomber amoureuse d'un mec qui, en toute connaissance de cause, parce que lui, ça fait 1 heure dans le film qu'il sait que c'est elle, il va préférer son business à la femme qui dit aimer, en fait. Je veux dire, c'est ça. Il sait que c'est elle, il s'en rend compte, mais il garde son business en sachant pertinemment que ça va lui faire perdre le sien, en fait. Et je trouve que c'est vraiment hyper toxique dans le mode genre, oui, mais bon, elle, c'est un petit business, moi, c'est beaucoup d'argent, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie. Et en parallèle, elle espère que c'est le gars qui lui a tout fait perdre. Elle espère que c'est le gars, mais ça, alors ça, c'est totalement insensé. Ça, c'est vraiment un truc. J'espérais que ce soit toi. Elle lui dit à la fin, I hope it was you. Et elle pleure et tout, et tu les vois à la fin, c'est New York, c'est l'automne, et toi, ils sont là, c'est the end, quoi. Bah ça revient avec ce qu'on disait dans l'épisode d'avant, c'est qu'en fait, aimer doit faire souffrir. Ils se détestent, mais en fait, ils s'aiment. Et en fait, il y a vraiment cette dichotomie parce que tu vois tout le long qu'ils se détestent parce qu'ils ont un truc entre eux, tu vois. Mais en parallèle, putain, meuf, mais aie un peu de self-respect, quoi. Mm-hmm. Tu vas te mettre en couple avec le gars qui a fait perdre le travail... Enfin, Ouais. Bref, ça m'a saoulée. Ah ouais, non mais vraiment, ouais. Non mais en fait, on voit que c'est vraiment ce qu'on disait dans l'épisode d'avant, c'est que cette notion de sacrifice féminin, donc tout faire pour son conjoint et le respecter plus que soi-même, c'est ça. S'oublier complètement pour son bien. Et le concept de moitié, quoi, l'idée qu'on n'est qu'un demi, pas complète en tant que célibataire. Ça, c'est l'exemple de Bridget Jones dont on parlait dans l'épisode précédent. On est conditionné à accepter n'importe quoi et n'importe qui, plutôt que de finir seul. Sous-prête, ouais. Bah ce film-là, c'est aussi un parfait exemple. C'est que c'est pas grave que j'ai perdu mon business, parce qu'en parallèle, je trouve l'amour, c'est plus important. Franchement, je me suis fait la réflexion. Hein, puis l'amour d'un gars qui t'a fait tout ça, quoi. En toute connaissance de cause. En plus, lui, il le savait. C'est ça. Déjà, c'est ridicule, mais si éventuellement, à la fin, il se rendait compte, genre, oh, c'est toi. Puis il le savait pas. Ok, mais le mec, il continue. En fait, c'est aussi ce truc de domination, et je m'emballe là, que le mec, il va préférer son business familial à lui que la respecter elle. C'est ça, et juste un truc, ça, qu'est-ce qu'on dirait si on avait foutu ça dans l'autre sens ? Pareil. Que c'est la femme Quelle vénale qui est à la place, vraiment. Non mais tu t'imagines le scandale que ce serait dans l'autre sens ? On dirait, ah là là, cette pétasse là qui a fait ça, c'est horrible, le pauvre. Tout son travail, toute une vie, la sueur de son front. Oh, putain. Non mais je me suis vraiment fait cette réflexion, hein, franchement, en préparant cet épisode. Ouais. Putain, mais la barre, elle est basse. Mais la barre, elle est terriblement basse. Et je sais pas si c'est un moyen, une espèce de réflexe humain pour qu'on garde la tête hors de l'eau dans cette sorte de déprime que peut-être l'amour hétéro. Mais sans déconner, quand tu vois ces traits de caractère qu'on célèbre chez les hommes, c'est le monde à l'envers, quoi. Je veux dire... il me traite avec respect, il sait cuisiner. Là, je l'entends tellement, il me traite avec respect. Meuf. Encore heureux. Mais c'est la base. Encore heureux. Il laisse pas traîner ses chaussettes. Il a sorti les poubelles sans que je lui demande. Non mais enfin, je trouve ça vraiment on blâme pas les meufs en disant ça, mais c'est juste qu'il faut qu'on se réveille un peu, quoi. Il faut qu'on arrête de les encenser parce que quand ils sont juste des êtres humains décents, en fait. Non, mais c'est ça, la barre. Je blâme personne parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on a été conditionnés. On est dedans, bien sûr, mais c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Mais il faut qu'on enlève la merde qu'on a dans les c'est yeux. C'est ça. C'est-à-dire que... Et puis encore une fois, par rapport à ce que tu disais dans l'épisode précédent, enfin, parlons-en à nos copines, et encore une fois, sans nous blâmer, mais enfin, tu te nudges gentiment en disant... Ouais, enfin, meuf, c'est quand même la base, quoi. Non, enfin, je sais pas, c'est vraiment... ouais, je sais pas, je trouve que la barre, elle est hyper basse. Et en parallèle, il y a vraiment cette injonction dont on fait que de parler, là, depuis 2 épisodes. Cette injonction au couple, cette injonction à sortir du célibat, qui est aussi hyper présente dans tout ce concept de refaire sa vie après un divorce ou après un décès. Enfin, je veux dire, arrêtons de demander aux femmes quand elles veulent avoir des enfants, arrêtons de demander aux femmes quand est-ce qu'elles vont se mettre en couple, et arrêtons aussi de pousser les femmes à se recaser.
c'est la volonté de chacune, mais la valeur d'une femme, elle n'a rien à voir avec son statut marital. Et du coup, arrêtons de nous entraîner les unes les autres à se pousser dans les bras d'un homme de manière en fait automatique. Mais tu sais, ça me fait penser, quand j'avais une dizaine d'années, j'ai perdu un de mes oncles, grands-oncles. Et je sais pas quel âge elle avait, sa femme, ma tante, à ce moment-là. Je sais qu'elle devait avoir la cinquantaine. Et en fait, c'était en Grèce, donc il y avait vraiment ce côté très protocolaire. Elle a porté du noir pendant des années, pendant pas mal de temps. Tu peux pas refaire ta vie. Enfin, il y a tout un protocole par rapport à ça. Mais je me souviens que quelques années après, je lui avais demandé de manière hyper innocente. Moi, je veux dire, j'étais une adolescente ou préadolescente. Et je me rappelle une fois, j'étais allée là-bas en été et je lui avais demandé, je lui avais dit, mais est-ce que tu comptes retrouver quelqu'un? Parce que dans ma tête, je me disais, elle est encore jeune, enfin voilà, tu vois. Et je me rappellerai toujours, elle m'a regardée à ce moment-là, mais comme si j'étais tombée sur la tête. Et tu sais, en Grèce, ils ont un moyen quand... pour marquer la négation, tu sais, tu lèves la tête comme ça, puis tu fais claquer ta langue de manière un peu dédaigneuse, genre comme ça, tu sais. Ah, ouais. Et je me rappelle, elle m'avait regardée, elle m'avait dit, pour recommencer à nettoyer derrière quelqu'un, aller lever ses chaussettes, comme ça. Et fait, sur le coup, j'avais été un peu choquée de sa réponse. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, mais quelle queen, en fait. La meuf, elle avait compris, elle s'est dit, non, moi, je ne recommence pas là, quoi. Et je trouve ça hyper rigolo de repenser à ça, parce que sur le coup, j'avais vraiment été un peu, la pauvre, quand même. Et en fait, maintenant, je me dis, mais j'en ai fait du chemin, et je dis pas qu'elle a raison ou qu'elle a tort, je dis juste que si c'est ça qu'elle voulait, elle l'a fait, et franchement, bravo, quoi. Parce que l'amour, c'est important, mais c'est pas au détriment de sa propre personne. Il faut pas que ce soit au détriment de ce qu'on veut. Et ouais, voilà, maintenant avec le recul, je me dis, mais bravo à toi, quoi. Oui, et en fait, il y en a tellement, je trouve, des femmes de cette génération, en fait, qui sont plus âgées, des femmes qui sont nées dans les années 40, 50, tout comme ça, qui ont perdu leur mari. Ouais. Il y en a beaucoup qui se remettent jamais avec un homme, en fait, parce que c'était l'enfer. C'est ça, c'est ça. À cette période-là, c'était vraiment chaud. Ouais. Et on parle souvent, tu sais, ça c'est aussi un truc des incels ou des hommes qui haïssent les femmes en disant, oui, à l'époque, il y avait moins de divorces. Oui, enfin forcément, à l'époque, elles n'avaient pas le droit de travailler, pas le droit d'ouvrir un compte en banque, pas le droit de voter. Forcément qu'il y avait moins de divorces, hein. C'est vrai. Mais tu sais, un autre truc dont on parle pas très très souvent, et je trouve que c'est hyper important, et j'aimerais bien qu'on en parle, c'est l'amour non romantique. Parce que quand on parle d'amour, on pense toujours à l'amour romantique et tout, alors on pousse que ce modèle-là, comme si c'était le seul amour valable, alors qu'en fait, pas du tout. Exactement, ouais. Oui, c'est vrai. On s'est dit qu'on allait parler de ça parce que ça nous paraît important de réviser un peu toutes les relations qu'on a dans nos vies. Alors, perso, je sais que la phrase de Wannabe des Spice Girls qui était « Friendship never ends ». Friendship never ends. Moi, ça a vraiment construit... Je m'emballe. Ça a vraiment construit mon rapport à l'amitié. Ouais. En tout cas, je sais qu'avec ma meilleure amie, on s'était vraiment approprié cette phrase à 10 ans et on s'est toujours dit « Les mecs passent, les amis restent ». Et au cours de notre vie, ça a été difficile en fait de perdre des amis en cours de route à l'adolescence ou comme ça, quand elles se sont mises en couple et elles ont disparu des radars. Alors, il y a aussi sûrement des exemples de mecs qui font ça, hein, mais combien est-ce qu'on connaît de femmes ou d'hommes qui se sont coupés de leurs amis pour intégrer le cercle d'amis de leur mec? Ouais, tout à fait, ouais. Puis c'est quand même assez risqué comme stratégie parce que, tu fais comment le jour où tu te sépares, quoi? Tu te retrouves toute seule? Et je pousse le trait un peu encore plus loin, mais t'as plus d'amis, tu te retrouves tout seul, et donc si un jour tu veux partir et que t'as plus personne, t'as plus de soutien, de système de support, tu fais quoi? Tu pars pas. Tu pars pas. Hein. C'est ultra traître aussi, et c'est d'ailleurs une tactique entre guillemets connue et reconnue dans les relations où l'homme il est abusif, où il y a vraiment ce côté de couper la personne de sa famille, de ses amis, etc. Parce que justement, tu n'as plus de support système et voilà. T'es coincé, quoi. Et il te rend totalement dépendante, en fait. C'est ça. Et vulnérable. Ouais. Non, tout à fait, ouais. Donc, l'amour amical devrait être au même niveau d'importance dans la vie que l'amour amoureux. Ouais. Et il nous semble quand même que les hommes, ils ont un peu moins de difficultés à le mettre en place. Hein. Souvent, ils gardent quand même leur bande de potes, peu importe le statut conjugal dans lequel ils sont. Ouais, non, tout à fait. Mais il faut y penser aussi de manière objective. Une seule personne ne peut pas combler tous nos besoins. Même si on aimerait, même si c'est le narratif qu'on entend, c'est pas réel, en fait. Et je pense que c'est vraiment important de réaliser que c'est illusoire. Que c'est pas un problème, que c'est juste illusoire, que c'est juste qu'on a besoin de plusieurs personnes pour combler des besoins qui sont différents. Et en partant de ce constat, pour aller bien,
il serait plutôt judicieux justement de cultiver des relations, des amitiés, etc., quel que soit le statut conjugal, et de faire en sorte que ces relations, elles durent, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Bah, tu vois, moi, de mon côté, toutes les relations que j'ai dans ma vie, elles sont complémentaires. Enfin, je sais ce que chacune peut m'apporter et ce que je leur apporte, hein, et ce qu'elle ne peut pas m'apporter. Et puis, c'est ce mélange qui fait un équilibre. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai trouvé la configuration qui me convient. Et puis, je suis très heureuse dans l'ensemble des relations très fortes que j'ai avec toutes les personnes autour de moi. Et je trouve que c'est très important de cultiver ces amitiés féminines. Enfin, alors après, chacune et chacun le font à la fréquence qu'ils le veulent, hein. Mais moi, je sais que on s'écrit plusieurs fois par jour avec mes copines, on se fait des audios sur WhatsApp, on s'appelle en fin de journée, on va boire un verre, on soupe ensemble, on discute pendant des heures. Et puis, enfin voilà, après, comme je l'avais déjà dit dans l'épisode précédent, moi je parle de mon point de vue situé, c'est-à-dire que j'ai pas d'enfants, et puis les amis que je vois le plus, c'est aussi des femmes qui n'ont pas d'enfants, ou alors qui ont des enfants plus âgés. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça me nourrit énormément, en fait, d'avoir tout ça. Ouais. Tu vois, et je me dis, si t'avais que ton mec, c'est dur. Non, tout à fait, enfin, franchement. En tout cas, moi, je serais absolument pas heureuse comme ça si j'avais pas mes amis. Non, tout à fait. Et comme tu dis, je veux dire, c'est quelque chose de personnel. Il y a des gens qui ont besoin de plus de personnes, de moins de personnes. Mais de manière générale, on ne parle pas forcément de quantité, mais on peut parler juste simplement de qualité. On a besoin de qualité, parce que moi, j'ai pas non plus beaucoup d'amis. Hein. Ouais. C'est ça. Mais on a quand même, en tant que femme, on a tout à y gagner. En tant que femme et en tant qu'homme aussi, mais spécialement en tant que femme par rapport à ce rapport de force, on a tout à y gagner, à investir justement cette sphère amicale, à la développer. Il faut que ça soit conscient, hein, j'imagine, spécialement quand on est en couple. Il ne faut pas non plus que tout d'un coup, ça soit l'effet inverse où on met plus d'importance sur les amis et moins sur le couple. Mais gardons quand même en tête que c'est pas non plus judicieux, enfin c'est pas judicieux de faire passer seulement le conjoint avant l'amitié, et essayons encore une fois dans la mesure du possible à continuer d'avoir une vie individuelle, d'avoir des activités, de se créer en fait une existence hors du cercle conjoint-conjointe qui nous plaise et qui nous rendent heureuses, qui nous comble. Ouais, c'est ça. Moi, franchement, j'ai déjà entendu des femmes se plaindre parce que leur conjoint sort avec des amis, ou des histoires où des femmes, elles n'avaient rien à faire et attendaient à la maison le retour de leurs copains. Ouais. Enfin, vraiment, chaque personne mérite d'avoir une vie remplie d'amitiés fortes ou de hobbies qui lui plaisent. Et pour ça, c'est ce qu'on disait aussi dans l'épisode précédent, on doit se prendre en main, en fait. On ne peut pas attendre d'un homme qui donne un sens à notre vie. Non, tout à fait. Je vais reciter Mona Chollet, elle dit il me revenait à moi et à personne d'autre d'apposer des touches de couleur sur tous les aspects de ma vie, de les penser, de les cultiver, d'en prendre soin, de les apprivoiser, de les aimer, au lieu d'attendre une sorte de sauveur improbable qui ferait magiquement disparaître la morne réalité ordinaire. Je ne comprenais pas qu'il m'incombe de me construire. Aucun film, aucun roman ne me l'avait dit. C'est vrai. Et encore une fois, on blâme pas les filles qui se plaignent, etc. De dire, voilà. Mais posons-nous la question, si on se plaint que notre conjoint il est trop souvent à l'extérieur, est-ce que, par exemple, au lieu de se dire ah oui quand même il m'abandonne et tout, est-ce qu'on pourrait se trouver une activité qui nous comblerait en parallèle? Ouais. Et puis après, c'est toujours une histoire de besoins de base. Si on peut les combler l'un l'autre. Enfin, je pense qu'on a tous des besoins de base, enfin des besoins minimum dont on a besoin. Si par exemple on est une femme où on a besoin de énormément voir son conjoint et que son conjoint il est énormément occupé, bah, je suis pas sûre que même en ayant des activités et tout, ça va matcher en fait sur le long terme. Bien sûr, ouais. Parce qu'il faut quand même que les besoins de base se rejoignent. Donc en fait, mais si votre mec il est beaucoup occupé et puis puis que la fréquence à laquelle vous voyez ou comme ça vous convient, au lieu de l'attendre à la maison, sortez, faites des trucs, enfin je sais pas, ouais. Ouais, non, tout à fait. Non, absolument. Mais je pense vraiment la question de se poser déjà de base, c'est est-ce que nos besoins de base sont alignés, peuvent s'aligner. En symbiose, ouais. Non, absolument. Ouais. Voilà. Parce que s'il y a une personne qui veut tout le temps se voir et l'autre qui est énormément occupée, l'autre peut énormément s'occuper aussi, ça n'empêchera pas qu'elle aura toujours, qu'il lui manquera ce truc de se voir. Ouais, bien sûr, ouais. Non, c'est sûr, ouais.
Voilà, donc moi j'aime bien cette phrase qu'une de mes meilleures amies avait dit un jour et puis que j'utilise moi aussi dorénavant, c'est « Mon copain, c'est la cerise sur le gâteau ». Ah, c'est bon ça. Je trouve que, en fait, est-ce que ça serait pas plus sain qu'un homme dans notre vie, ça représente la cerise sur notre gâteau plutôt que le gâteau? Et puis, de nos jours, c'est quand même difficile qu'un couple dure toute la vie, c'est possible, mais c'est quand même difficile, donc construisons notre gâteau, notre base solide de bonheur, et puis ensuite, mettons la cerise. Oh, c'est bien, ouais. Non, c'est tellement... c'est poétique et c'est une super aussi manière de voir les choses. Et puis après, voilà, peut-être que c'est une très grosse cerise, peut-être qu'il y a... Enfin... Ouais, peut-être qu'elle est trempée dans l'alcool. Enfin, je veux dire, tu vois ce que j'ai... On lui donne l'importance qu'on veut à la cerise aussi, mais c'est vrai que c'est important d'avoir des fondations qui sont solides, quoi. Ouais. Bon, du coup, on voulait quand même donner un peu des pistes. Ce que tu disais, Mélo, je crois que c'était à la fin de l'épisode précédent, tu t'expliquais que c'est vrai que c'est compliqué de changer de manière individuelle, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire pour soi-même. Mais c'est vrai que moi, la question que je me pose, après avoir fait toutes ces recherches et à la fin de ces 2 épisodes, c'est comment on fait pour construire un couple hétéro qui soit harmonieux, pour continuer ensemble, main dans la main, pour être sur un pied d'égalité. Et honnêtement, comment en tant que femme hétéro, comment tu fais pour aimer les hommes et pour t'accorder avec un homme qui soit pas forcément féministe, en fait? Comment tu rends l'amour hétéro plus égalitaire? Et comment tu fais fonctionner le tout, quoi? Ouais. Alors, c'est des bonnes questions, hein, on ne sait pas si on a la réponse. Pas sûr qu'on ait la réponse, malheureusement. Non, parce que c'est un combat qui est difficile à mener de manière individuelle, parce que c'est un combat qui est politique et sociétal. Et c'est dur, en fait, de trouver... C'est comme la charge mentale, c'est dur de trouver des solutions à l'échelle individuelle pour renverser une organisation sociétale. Mais je pense que, pour commencer, en fait, il faut que collectivement, en tant que femme en couple hétéro, on doit, comme on disait avant, apprendre à en attendre davantage des hommes et monter les attentes qu'on a envers eux. On ne peut plus se permettre de glorifier les hommes quand ils se comportent juste comme des êtres humains décents. Ouais, ça, je pense que déjà, ça, c'est la base. C'est la base, ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut que collectivement, et je nous mets les deux dans le même panier, encore une fois, on ne pointe pas du doigt, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de se satisfaire, de partager nos vies avec des gens qui ne savent pas faire une lessive, qui ne savent pas cuisiner, qui ne savent pas faire le ménage. Je veux dire, ça me paraît quand même d'être des paramètres à vérifier avant de se mettre en ménage, parce que ça en dit beaucoup aussi sur l'individualité, la personne, comment elle est capable de se prendre en main. Et je ne sais pas, franchement, si la personne, elle ne sait pas faire... Parce que pour moi, c'est un peu la base, dans le sens où c'est comment tu t'occupes de toi-même, en fait. C'est des besoins basiques. Et je me dis, si le type, il sait absolument pas s'occuper de lui-même, peut-être qu'il faut lui laisser un petit peu de temps pour qu'il apprenne, quoi. Parce que sinon, on va tomber dans cette tendance d'assistant assisté, quoi. D'assistant, puis que nous, on va les materner, puis que puis eux, ils vont se laisser materner. Ouais. Et puis, sur ce point, comme Mona Chollet, elle en parle aussi dans son livre, de cette tendance qu'ont les femmes à se contenter du minimum, mais en fait, ça permet aux hommes de pouvoir se comporter de manière exécrable sans risque de rester célibataires. Ouais. Elle dit « Le prix que les femmes sont poussées à accorder à l'amour peut les inciter à pratiquer une forme de dumping amoureux, c'est-à-dire à offrir leur amour à un homme en abaissant leurs exigences dans la relation. » Leur demande de réciprocité en termes d'attention, de bienveillance, d'investissement personnel, de répartition des tâches, etc. par rapport aux autres partenaires potentiels avec qui elles sont en concurrence, en absorbant le coût que cela implique pour elles-mêmes. Ce mécanisme leur procure un avantage individuel momentané, mais il les dessert à long terme et il a pour conséquence d'affaiblir les femmes hétérosexuelles dans leur ensemble. Il permet aux hommes de ne jamais subir les conséquences d'un comportement négligent ou maltraitant. Ils sont en mesure de dicter les modalités de la relation et si une femme les quitte, ils sont sûrs d'en trouver une autre qui acceptera leurs conditions. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on voit que nos actions individuelles, en fait, elles ont une portée collective. Ouais. Et si aucune d'entre nous, on le disait dans l'épisode précédent, si aucune d'entre nous n'accepte un homme qui ne sait rien faire, ou si aucune d'entre nous ne tolère un mec qui n'est pas féministe, probablement qu'ils vont commencer à sortir les pouces du cul, à apprendre à cuisiner et à lire des livres féministes avant de s'endormir. Ah oui, j'aimerais bien.
l'exemple des incels nous prouve presque le contraire, mais en parallèle, je pense que c'est aussi un petit groupe et que effectivement, je pense que le collectif, le collectif peut faire la différence, le collectif peut faire le poids, quoi. Je veux dire. Et puis après, à titre individuel, je pense que il y a quand même des moyens de se protéger si on trouve que tous ces poids, ils sont trop durs à porter. Je veux dire, on parlait de charge mentale, de charge émotionnelle, de charge contraceptive. Enfin, je veux dire, on peut trouver d'autres configurations de couple, par exemple. Il y a des gens qui vivent séparés une partie du temps ou tout le temps. On peut trouver des relations libres. On peut essayer aussi de séparer l'amour émotionnel de l'amour physique. Je veux dire, c'est des pistes qui sont possibles à explorer de manière individuelle. Mona Chollet, encore elle disait « Les résidences séparées court-circuitent le couple et la famille comme dispositif d'exploitation de la force de travail des femmes. Refuser de cohabiter permettrait de savoir si on est aimé pour soi ou pour les services que l'on rend. Cela permettrait aussi à certains hommes d'acquérir quelques compétences utiles et de devenir des personnes à part entière. Un lien amoureux ne donne pas forcément à voir dans la composition d'un foyer. » C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Enfin, moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi, je ne pense pas vivre à nouveau avec un homme dans le futur. Je trouve que c'est tellement plus agréable. Mais ça, c'est perso, hein. Et comme on le dit, à chaque fois, les choix individuels ne remettent pas en question les choix individuels des autres. Hein. Non, bien sûr. Chacun fait comme il veut. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que c'est hyper agréable de se retrouver pour les bons moments chez l'un ou chez l'autre, puis de garder son indépendance et puis son chez-soi. En tout cas, c'est un moyen pour s'épargner un peu de charge mentale de l'organisation du foyer. Ouais, non, absolument, ouais. Et Absolument. Puis, j'ai lu l'autre fois sur Insta une autrice qui partageait la configuration qu'elle avait choisie avec son conjoint, avec qui elle a un enfant. Alors, en fait, ils ont 2 appartements. Il y a l'appartement familial où ils vivent les 3, et puis un autre appartement qui est l'appartement où chacun des parents va de temps en temps pour travailler, se reposer et passer du temps seul. Alors, ça demande des ressources financières qui sont plus importantes. Ouais. Et je sais que ce n'est pas non plus possible pour beaucoup de gens. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était une solution tellement cool d'avoir 2 apparts. J'ai trouvé que c'était une configuration... Je serais intéressée de savoir logistiquement comment ça se passe. Qui c'est qui paye le loyer des 2 appartements? Qui c'est qui fait le ménage des 2 appartements? Je crois que l'appartement familial, c'est le sien à elle. Donc, c'est elle qui le paye. D'accord. Puis l'autre appartement, c'est à son mec et c'est lui qui le paye. Il me semble. Ok. Mais alors après, au niveau du ménage et tout, elle en a pas dit plus que ça. Bien sûr, ouais. Mais je pense que c'est une super bonne solution, mais gardons quand même en mémoire ce concept de... Faut pas que ça revienne que finalement, tu as 2 fois plus de travail parce qu'il faut faire le ménage, les courses et l'intendance pour 2 appartes. Pour 2 appartements, ouais. Mais sur le papier, c'est une excellente idée. Hein. C'est une excellente idée. Mais c'est ce que je disais, je pense qu'on peut refuser. Après, il y a toujours aussi cette peur de se retrouver toute seule, hein. Mais on peut refuser de porter seul toutes ces charges dont on vient de parler. On peut décider qu'on fait plus tout à la maison. On décide ensemble des responsabilités de chacun et de chacune, et ensuite on lâche du lest en disant non, c'est ton problème. Hein. Je veux dire, on peut aussi travailler entre guillemets sur le mode de chacun s'occupe de ses affaires. Tu fais ta lessive, je fais ma lessive. On peut aussi se partager la charge émotionnelle en demandant justement à son conjoint de faire une thérapie individuelle ou en faisant une thérapie de couple en plus, se libérer de la charge contraceptive, dont on parlait dans un de nos épisodes précédents. Il y a des méthodes de contraception pour hommes qui existent, le slip chauffant, la vasectomie. Je pense que c'est toutes des choses qui existent. Alors encore une fois, ça demande un petit coup de pied dans la fourmilière, mais c'est pas impossible si on souffre de la situation de base. Et puis ce que tu disais, Mélo, avant, parler de ces problèmes en couple, des problèmes de couple avec ses copines. Je sais que toi, tu en avais fait un post sur Instagram, justement, où tu expliquais un peu à quel point ça t'aide, en fait. À quel point ça aide, ouais. En fait, c'est vrai que ça pourrait être tant collectivement qu'on arrête de protéger les hommes et leur comportement aux yeux du public, aux yeux de leur entourage. Enfin voilà, c'est ça le patriarcat, hein, c'est on protège les hommes. Mais en fait, depuis MeToo, avec mes amis, on s'est dit qu'il fallait qu'on parle de nos vrais problèmes de couple et puis pas juste des petites conneries comme ça, machin. Avant, on gérait ça dans notre coin seul. Ouais. Et puis, il y a aussi ce truc que tu veux toujours préserver, le mythe que ton couple est parfait. Alors, en fait, il n'y a aucun couple qui n'est parfait. Absolument pas. Et puis, on peut donner l'illusion, mais en fait, il ne faut pas être dupe. Enfin, on a tous et toutes des problèmes de couple. Alors après, à des échelles différentes. Mais en fait, enfin voilà, on est ça fait du bien à personne de le cacher. En couple, en hétérosexualité, dans le patriarcat. Enfin, on sait qu'on vit toutes les mêmes trucs, en fait. Et
Voilà, et du coup, avec mes amis, on parle de l'indisponibilité émotionnelle de nos mecs, on parle de leur égoïsme, de leur passivité, de la charge mentale qu'on gère à leur place, des efforts qu'on fait pour les réveiller au féminisme. Ça peut être un bon pacte à part ça, faire avec ses amis. Je veux dire, une espèce de... On discute, on se fait confiance, on se garantit qu'on ne retournera pas non plus les confidences des unes des autres. Ouais. Voilà, et qu'on ne se jugera pas. Et puis après, je pense qu'il faut aussi quand même éviter de conseiller à son ami de quitter son conjoint, à part forcément s'il y a du danger ou si c'est... Voilà. Mais je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est que ça peut être un peu inconfortable au début. Mais en fait, quand l'une commence l'histoire, il y aura toujours une autre pour réenchérir, probablement toutes les autres, en expliquant que finalement, elle vit la même chose, comme tu disais, à des degrés qui sont différents, etc. Mais que finalement, il y a quand même un fil rouge. Et en vrai, on vit plus ou moins toutes les mêmes choses depuis toujours, sauf que on ne se les racontait pas. Et on parle beaucoup de la sororité dans ce podcast, c'est quand même quelque chose qui est très important. C'est vraiment un outil qui, en plus de pouvoir nous faire sentir mieux, qui peut être très, très, très puissant et nous donner la force collective dont on aura besoin pour faire changer des choses. Exactement, et vraiment, on ne se rend pas compte la force que ça nous donne de parler avec nos amis et puis d'échanger et puis de trouver des solutions ensemble, en fait. Moi, je sais que quand des fois j'en avais marre d'un truc comme ça, j'en parle à mes amis, puis je trouve puis elles me donnent une solution. Enfin, on se fait avancer collectivement la réflexion, et ça, c'est hyper bien. C'est vrai, c'est hyper important, ouais. Ouais. Et puis aussi, ce qui peut être bien, c'est d'arrêter de dire « Ah, moi, il n'est pas comme ça, j'ai de la chance. » Alors, ça, dans le livre Comment devenir lesbienne en 10 étapes, Louise Morel, elle en parle un petit peu. Et je trouve hyper intéressant. Et elle dit, donc justement de ces meufs qui disent moi, le mien n'est pas comme ça, j'ai de la chance. Elle dit « Je comprends sincèrement cette pulsion défensive. Elle témoigne d'une forme de loyauté envers son compagnon, mais aussi et surtout d'un besoin de se protéger de la dissonance cognitive qu'entraîne une prise de conscience féministe quand on est hétéro. Comment concilier la violence de la domination masculine et notre amour pour une personne qui en bénéficie ? Le plus simple est de penser son couple comme un espace qui échappe à la domination masculine. Tous les couples hétéros sont patriarcaux, sauf le mien. On s'aime assez fort, il est assez déconstruit, je l'ai assez éduqué pour y échapper. Mais la fréquence à laquelle j'entends ce genre de phrase est en flagrante contradiction avec la réalité décrite par les statistiques, ce qui me laisse penser qu'une partie au moins d'entre elles s'illusionne probablement. Même si un couple dans l'espace privé est parfaitement égalitaire, il est impossible en tant que femme hétéro d'échapper totalement à l'hétéropatriarcat. Nous existons dans une société patriarcale où les personnes vivant au sein d'un couple hétéro se verront attribuer des rôles particulièrement genrés et réducteurs par tout le monde. Voilà, et elle dit c'est particulièrement remarquable quand ces personnes sont des parents. Le traitement social des mères et des pères est tellement différent que je me demande sincèrement comment les mères en couple hétéro font pour ne pas hurler de rage 1 heure sur 2. Ah mais elle a raison, hein. Et elle a raison, hein. Ouais. Donc voilà, je trouve que ça je voulais citer les images parce que ça explique très bien. Ouais, non, c'est un très très bon exemple, hein. Ouais. Et puis, comme on en a déjà parlé aussi un petit peu, la communication, c'est souvent la clé, mais pour ça, il faut que les deux partenaires soient ouverts et capables de discuter sur un mode non violent. Ouais. Et Coral Herrera Gomez, elle parle de négociation, de parler à partir de soi-même, de ce qu'on ressent, de la façon dont on voit la situation, sans passer par des biais détournés. Une conversation qui se déroule de façon horizontale, face à face, à cœur ouvert, dans un état d'écoute active et affective, en s'exprimant avec sincérité et en prenant soin de l'autre et de soi-même pour parvenir à un accord, sans que personne ne soit lésé et que chacun et chacune soit heureux que possible des accords qui ont été trouvés. Non, tout à fait. Et puis, en dernier recours, on a le droit de refuser de vivre des relations amoureuses qui sont asymétriques, dans lesquelles on ne serait censé, pour une raison complètement qui nous dépasse, d'accepter les conditions que l'autre nous impose. Je veux dire, je pense qu'on peut quand même gagner beaucoup en tant que femme à nous libérer de ce besoin d'être aimée et de cette peur de la solitude, cette injonction au couple et à éviter le célibat à tout prix. Parce que vraiment, les meufs, on mérite des relations dans lesquelles on est capable, dans lesquelles on est, entre guillemets, autorisé à s'épanouir librement. Et voilà, on en parlait un petit peu, en développant la vie personnelle, en l'investissant, ça nous donnera aussi ce pouvoir d'être indépendante et de ne pas nous sentir vivre uniquement à travers un partenaire.
Franchement, la meilleure compagne, le meilleur compagnon, c'est une personne avec qui la communication, elle est possible. Je n'ai pas forcément envie de dire facile, parce que c'est jamais forcément facile, mais avec qui elle est possible. Et quelqu'un avec qui on peut se sentir soi-même. Quelqu'un qui fait preuve d'attention, quelqu'un qui nous respecte, quelqu'un qui ne nous fait pas souffrir parce que la personne, elle nous aime véritablement. Quelqu'un qui prendra soin de nous. Et même si à un moment, il doit y avoir une séparation, que ça puisse se faire dans le respect. Exactement. Et puis, justement, pour terminer un peu ces pistes, on doit aussi apprendre à mettre fin à des relations. On doit apprendre à prendre nos responsabilités et à se dire, on ne ressent plus la même chose. Est-ce qu'on est en train de se détacher? Et des fois, c'est tellement difficile de se séparer qu'on se comporte mal pour que ce soit l'autre qui prenne la décision. Ouais. Parce que celui ou celle qui veut partir se sent souvent très coupable du mal qu'il ou elle va infliger à l'autre. Et une rupture, elle fait presque mal, inévitablement. Et pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas non plus à inventer des modes de rupture qui seraient plus doux? Pourquoi est-ce qu'une rupture, ça doit toujours être synonyme de cri, de drame? Pourquoi est-ce qu'on doit se séparer, par exemple, et ne plus jamais se revoir? Alors après, je dis pas, je pense que c'est difficile de se séparer puis de continuer à se revoir directement, mais en fait, et puis là, je parle aussi de relations dans lesquelles il n'y avait pas de violence conjugale, ou où la vie d'une personne n'était pas en danger, ou dans le cas où une personne n'a pas été maltraitée pendant des années. Mais moi, du coup, c'est vrai que je voulais parler de mon côté. Moi, les ruptures que j'ai eues avec des deux hommes qui sont restés longtemps dans ma vie, en fait, elles se sont hyper bien passées. Parce qu'on a continué à discuter pendant tout le processus de séparation. Aussi, on a aussi continué à vivre ensemble pendant plusieurs semaines. Donc voilà. Mais on s'est dit, comme c'était dur, je sais qu'après qu'on ait les deux déménagé, on s'était dit, on s'aimera toujours, mais d'un amour différent. Et puis, moi, je me souviens que ça avait été un grand soutien, en fait, quand on faisait nos cartons pour déménager chacun chez soi. Et puis, on était quand même là, en fait, pour se prendre dans les bras et se consoler. Moi, je me souviens qu'avec mon ex, il y a 3 ans, j'étais en train de faire la cuisine. Et puis, évidemment, j'ai commencé à pleurer et tout. Puis, en fait, il est venu depuis la chambre, on s'était fait un câlin, on s'est dit, c'est dur, ouais, c'est dur. Et puis, voilà, en fait. Mais du coup, je trouve que c'est beau, en fait, de faire des trucs comme ça. Et oui. Moi, mes ex, en tout cas, c'est resté des personnes que je côtoie toujours. Et je trouve que c'est quelque chose de sain. Enfin, alors après, c'est que mon avis, mais moi, j'ai partagé 6 ou 7 ans de ma vie avec ces personnes et j'avais pas envie de les radier de ma vie comme ça, du jour au lendemain. Ouais, je trouve qu'on peut essayer d'inventer d'autres moyens de se séparer. Et c'est pas parce qu'on n'est plus amoureux qu'on peut plus jamais se revoir. Ouais, non, tout à fait. Après, c'est vrai que quand ça reste aussi culturel et je pense que justement, dans la mesure où c'est tellement, il y a tellement d'importance sur l'idée d'être en couple, que du coup, quand on n'est plus en couple, il y a aussi ce côté que on gâche quelque chose. Mais non, c'est très mature et c'est vrai que c'est un excellent conseil, ouais. Ouais, puis en fait, des fois, même, après, du coup, c'est un moyen aussi de continuer la relation, mais d'une autre manière, en fait, en étant amis. Parce que, si tu te sépares, c'est que ça allait plus en étant amoureux. Bien sûr. Mais ouais. en fait, ça va. Moi, en tout cas, j'étais avec mes ex, mais en fait, ça va super bien en étant plus ensemble. Ouais. Du coup, ouais, c'est bien trop sûr, bien. ouais. Enfin, ouais. Et puis, pour conclure, je voulais partager des love coach qui officient sur YouTube et dans la vie, puis qui sont hyper intéressants et qui aident à construire des relations plus égalitaires. Donc, on mettra les liens dans la légende, mais il y a Matthew Hussey et puis Esther Perel. Donc, c'est un homme et une femme, ils sont pas ensemble. Tu les connais? J'adore Esther Perel. Elle a un podcast sur la sexualité et les couples, etc. C'est, Shall we begin, ou un truc comme ça? Ouais, Shall we begin, ouais. En fait, elle enregistre elle est psy et elle enregistre des sessions de thérapie de couple, en fait, avec des gens qui sont consentants, ils le savent. Mais j'adore. Si vous parlez anglais, c'est vraiment très bien. Mais du coup, je connais pas Matthew Hussey. Ah, alors... et ils le font ensemble? Non. C'est deux personnes, d'accord. C'est deux personnes séparées. Ouais. D'accord. Donc en fait, voilà, Matthew, c'est un homme, mais il n'est pas paternaliste. Je trouve qu'il ne donne pas de conseils sexistes non plus. Et un truc que Matthew dit souvent, c'est il ne faut pas investir dans des relations avec une personne basée sur combien la personne nous plaît, mais sur combien eux investissent en nous. Et ça, je trouve que pour les personnes célibes et les personnes qui datent, en fait, les conseils de Matthew sont vraiment ultra pertinents. Vraiment, je vous encourage à aller voir ça. Je trouve génial. Ouais, c'est top. Ouais, je connaissais pas du tout, mais c'est vrai que c'est un bon conseil. C'est un bon conseil.
Bah, on arrive au terme de ce deuxième épisode, de cette deuxième partie sur l'amour. Alors, je me réjouissais de parler d'amour, hein. Je pensais que ce serait un sujet léger. C'était moins léger que ce que je pensais. Non, c'est très intéressant, je trouve, de voir voilà, que malheureusement, ça aurait pu être facile et léger, puis après, le patriarcat est passé par là, et voilà. Mais non, franchement, j'ai trouvé que c'était passionnant. Enfin, moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Et je pense que même si on n'a pas de solution toute faite et de pistes super efficaces, genre faites ça en 3 étapes et ce sera réglé, je trouve que réaliser dans quoi on baigne, c'est déjà un grand pas en fait dans la bonne direction. Et puis après, voilà, c'est aussi c'est apprendre ou à laisser. Je veux dire, prenez ce qui vous parle, prenez ces solutions qu'on propose pour les parties qui vous dérangent. Et puis s'il y a des parties qui vous dérangent pas, profitez quoi, tant mieux. C'est ça, vraiment. Ouais. Et puis on se retrouvera le mois prochain avec un format d'épisode un peu différent et qu'on espère qu'il sera parfait pour l'été. À bientôt. Exactement. À bientôt.